Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour cette conférence sur la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, c'est un sujet qui est essentiel pour la carte, puisque offrir un moyen de paiement avec des taux de fraude bas, un moyen de paiement sécurisé, c'est ce qui permet de gagner la confiance des consommateurs. Et cette confiance, elle est essentielle pour s'approprier un moyen de paiement et l'utiliser. Alors aujourd'hui, on est dans un monde avec un contexte géopolitique qui est tendu. On voit qu'on a des hackers qui sont de plus en plus actifs. On a vu notamment qu'il y avait eu des compromissions massives de données personnelles, notamment chez des opérateurs téléphoniques, mais pas que. Ces données personnelles, les fraudeurs les utilisent pour des scénarios de manipulation, d'escroquerie de plus en plus sophistiqués. Et l'IA générative est déjà là et simplifie également le travail pour les fraudeurs. Bien dans ce contexte-là, notre président Jean-Paul Moisoyer l'a rappelé ce matin, chez CB, on enregistre des taux de fraude historiquement bas. Et les paiements réalisés par carte avec CB sont 2 à 3 fois moins fraudés que les paiements réalisés en non CB. Donc l'objectif de cette conférence, ça doit être de vous expliquer comment on parvient à de tels résultats. La lutte contre la fraude, c'est un travail d'équipe, on le verra, il faut tout un écosystème pour obtenir de bons résultats. Et donc à cet égard, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Pierre Bienvenu, qui est responsable des moyens de paiement scripturaux chez la Banque de France, et donc à ce titre en charge des travaux sur la carte. Geoffrey Charlon, expert fraude à la Société Générale et responsable du 3D Secure. On aura l'occasion de revenir dessus. Le 3D Secure, c'est aussi essentiel pour sécuriser les paiements cartes. Et Pierre Chassigneux, qu'on connaît bien chez Carte Bancaire, puisque Pierre, vous y avez été directeur pendant de nombreuses années. Et vous êtes aujourd'hui CEO de Biconnect. Alors tous ensemble, ce qu'on va faire d'abord, c'est peut-être vous présenter le rôle que chacun des acteurs a à jouer dans la lutte contre la fraude et comment il le remplit. Ensuite, on va discuter d'un plan qui est déjà en cours, qui change aujourd'hui les paiements en vente à distance, qui est un plan réalisé par la Banque de France pour réduire cette fraude. Et enfin, on va s'intéresser à la fraude par manipulation, qui est de plus en plus fréquente aujourd'hui, et aux innovations qu'on met en œuvre pour y faire face. Alors pour commencer, Pierre, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer, et on va rentrer directement dans le sujet, comment Biconnect renforce la sécurité et la fluidité pour ses utilisateurs ? Merci Samuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être d'abord vous expliquer ce qu'est Biconnect, parce que la plupart d'entre vous ne savez pas ce qu'est Biconnect. Biconnect, en fait, si je devais simplifier, c'est la réutilisation des assets de la communauté bancaire pour la sécurisation des paiements par carte, à des fins de sécuriser pas uniquement le check-out, c'est-à-dire les paiements, mais aussi de sécuriser le check-in, c'est-à-dire l'entrée en relation. Donc Biconnect, c'est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Société Générale, Crédit Mutuel CIC et Crédit Agricole LCL. Et l'objectif de Biconnect, c'est de proposer un bouton de connexion unique sur tous les sites du secteur privé, et notamment des sites du e-commerce, qui vont nous permettre de nous affranchir définitivement de la saisie de mots de passe. Donc je vois un certain nombre de visages rassurés. Donc l'objectif, c'est plus jamais de mot de passe, un clic pour accéder à son compte ou à son service Internet en toute sécurité, un seul clic dans 80% des cas, grâce à un moteur d'intelligence artificielle. Et dans les 20% restants, on passe la main automatiquement à l'application d'authentification bancaire. C'est-à-dire celle que nous utilisons tous pour sécuriser nos paiements par carte, on la réutilise à des fins, entre guillemets, de sécurisation de l'entrée en relation lorsque le moteur d'intelligence artificielle relève, entre guillemets, un doute sur, effectivement, est-ce que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Donc, tout notre enjeu pour nous, c'est la sécurité et la fluidité. Et on voit bien aujourd'hui, si on veut gagner la lutte contre la fraude, il faut qu'on soit capable de résoudre cette équation qui est très difficile, qui est la fluidité et la sécurité. Si vous avez une solution hyper sécure, mais qu'elle est complexe à mettre en œuvre, personne ne l'utilisera. En revanche, si vous avez une solution qui est hyper fluide et qui n'est pas du tout sécuritaire, tout le monde l'utilisera. C'est ça le véritable sujet qu'on a à gérer. Et donc pour nous, il fallait qu'on soit en capacité de résoudre cette équation sécurité-fluidité. Et en toute modestie, je crois qu'on y est arrivé. Moi, je vous invite à aller sur notre stand et on vous fera des démonstrations. On y est arrivé grâce justement aux technologies, grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'on est dans le check-in, on est hors DSP2. Donc on n'a pas effectivement la décision d'authentifier, elle n'est pas entre les mains de la banque émettrice. C'est la décision du fournisseur de services. Et aujourd'hui, notre moteur d'intelligence artificielle est suffisamment fort, entre guillemets, pour permettre un niveau de sécurité très fort en un seul clic sur le bouton Biconnect. Qu'est-ce que je voudrais dire d'un point de vue lutte contre la fraude ?
c'est plus on intervient en amont, meilleur on est. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui l'évolution de la fraude, moi quand j'étais en charge de la lutte contre la fraude au sein du groupement des cartes bancaires, notre obsession c'était limiter le vol des numéros de carte, date de fin de validité, cryptogramme visuel. Très sincèrement, aujourd'hui, c'est plus le sujet. Le sujet majeur aujourd'hui, c'est le vol des credentials d'accès au compte. C'est plus le vol des données de compte, c'est le vol des données d'accès au compte. Vous voyez la différence? Pas les données de compte, les données d'accès au compte. Ces données d'accès au compte, c'est quoi? Ce sont nos logins mots de passe qui nous permettent d'accéder au site X ou Y, puisque la plupart d'entre nous, pour des questions de fluidité, encore une fois, de parcours, qu'est-ce qu'on fait? On stocke nos numéros de carte sur les sites. Donc si je vole le numéro de carte, si je vole le login et le mot de passe, le login en général, je n'ai pas besoin de le voler puisque c'est mon adresse mail. Si je vole effectivement le mot de passe, eh bien derrière, j'accède de manière frauduleuse à mon compte client et là, je peux effectivement perpétuer des actions frauduleuses. Donc voilà, donc, plus on intervient en amont, plus on sécurise l'accès au compte, plus finalement on sécurise, on renforce la protection vis-à-vis des fraudeurs et plus également on fluidifie l'acte de paiement. Parce que je finis sur ce point-là par rapport à BeConnect. On a fait un lien entre le check-in et le check-out. Je m'explique en deux mots. Je suis sur le site d'une société X ou Y. J'accède à mon compte client avec BeConnect en un clic. Derrière, je paye par carte, quel que soit d'ailleurs le réseau carte. Bien parce que j'aurais accédé à mon compte client grâce à BeConnect, la banque émettrice le saura. Et donc, en fonction de ça, elle sera plus encline à faire du frictionless au moment, si vous voulez, de l'authentification en paiement. Et donc, je vais gagner en fluidité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'enjeu, c'est je gagne en sécurité, mais je gagne aussi en fluidité. Et c'est ce que les utilisateurs attendent. Merci Pierre. Donc on l'a compris, côté BeConnect, vous intervenez vraiment au tout début à la mise en relation du consommateur avec le fournisseur de services. Geoffrey, peut-être pour la Société Générale, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui intervenez un peu plus en aval, au niveau consommateur ou commerçant, comment vous les accompagnez et avec quels outils? Aujourd'hui, côté banque, on utilise des outils de scoring, que ce soit au niveau de l'autorisation ou de l'authentification. Le but, c'est quand le client réalise son acte d'achat, on fait une analyse de risque de la transaction elle-même de l'achat. Et donc, pour ça, on utilise des outils moteur temps réel, donc qui vont être capables de scorer la transaction, qui va permettre d'avoir une décision, de refuser ou d'accepter la transaction. Tout ça en quelques millisecondes, en prenant en compte pas mal d'assets que l'on a aujourd'hui dans le monde de la monétique. Quand on a fait ça, derrière, on a plein d'autres débouchés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accepté ou qu'on a refusé la transaction, surtout si dans le cas où on refuse la transaction, il faut qu'on puisse prévenir notre porteur. Puisqu'à partir du moment où le paiement est refusé, on va avoir un irritant pour le porteur. Et donc, il faut qu'on soit capable de communiquer avec le porteur pour lui spécifier effectivement qu'il peut y avoir un souci. Et donc, potentiellement, il y a une tentative de fraude. Donc, derrière, on a une gestion avec des back-office qui récupèrent des alertes par rapport à nos moteurs, qui vont être capables, du coup, de récupérer l'information de ce qui s'est passé, du pourquoi du refus, par exemple, et de contacter le porteur. C'est assez important, effectivement, dans ce monde de lutte contre la fraude, de pouvoir contacter les porteurs, les rassurer, surtout si c'est effectivement de la fraude, et de pouvoir prendre aussi des contre-mesures. Puisque si effectivement c'est de la fraude, il faut qu'on arrête immédiatement l'hémorragie. On ne peut pas permettre effectivement à un fraudeur de continuer à valider plusieurs opérations et ainsi de suite avoir des montants de fraude qui s'envolent. Donc c'est assez important, toute cette partie qui est en fait après la partie technique, toute la partie opérationnelle, organisationnelle. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est un petit peu lourd dans la gestion. Ensuite, toujours au niveau en fait, de la communication, on met en place effectivement un système d'alerting, par exemple. On peut facilement préciser par mail à un client ou par SMS, par exemple, qu'il y a une tentative suspecte, de façon à essayer d'alerter le client pour qu'il réagisse par lui-même et par des outils de self-care que l'on met à disposition souvent dans nos banques en ligne. L'idée, c'est vraiment que le client puisse reprendre un petit peu la main sur son moyen de paiement
et de lui-même se connecter, aller mettre par exemple sa carte en restriction, de façon à s'assurer qu'effectivement il n'y aura pas de fraude par la suite. Et là, l'idée, c'est vraiment un peu de responsabiliser les clients, de les faire participer pour qu'ils comprennent un petit peu. Parce que la problématique aujourd'hui qu'on a avec les clients, c'est que souvent, ils ne comprennent pas complètement quand il y a de la fraude ou quand il y a des tentatives de fraude. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils reviennent, ils font des contestations. Mais en amont, ils n'ont pas pris suffisamment de mesures pour éviter qu'il y ait de la fraude. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'on essaye du coup, avec différentes informations, de leur enseigner, leur inculquer effectivement ce côté lutte contre la fraude. Et donc ça, on essaye de faire des communications assez ciblées. Par exemple, ces derniers temps, on a eu pas mal de cas de fraude qu'on appelle la fraude aux faux coursiers. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Pour faire simple, les fraudeurs, ils font une campagne de phishing. Comme disait Samuel, il y a eu certains vols de données chez les opérateurs. Et un de ces vols de données a entraîné effectivement une campagne de phishing assez importante. Et on a constaté qu'effectivement, clairement, ces clients ont été ciblés. Et on a une surreprésentation de ces clients dans le cas de la fraude aux faux coursiers. Donc à partir de là, les fraudeurs ont fait du phishing, ont récupéré des informations, puis après, ont contacté les clients qui ont mordu à l'hameçon, clairement. Et au final, on s'est rendu compte que les clients, ils sont assez crédules. C'est-à-dire que quand quelqu'un effectivement les appelle, leur demande des informations, et ben, dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Ils rentrent dans un espèce de tunnel de confiance avec le fraudeur et ils donnent les informations. Mais la problématique avec la fraude aux faux coursiers, c'est qu'ils n'ont pas juste donné des informations par téléphone. C'est-à-dire que quand le fraudeur envoie un coursier, ils sont capables de donner la carte au coursier. Et dans certains cas, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si effectivement les fraudeurs leur expliquent qu'ils peuvent mettre effectivement au coffre de la banque des biens, certains ont été capables de donner des biens, des bijoux. Et c'est là où on a un vrai sujet, parce que en fait, les porteurs sont assez crédules aujourd'hui, ne font pas suffisamment attention, font trop confiance, et on a ce risque. Donc du coup, on a essayé effectivement, on fait des communications pour expliquer effectivement un cas précis. Donc on a fait des mails, des communications pour expliquer qu'est-ce que la fraude aux faux coursiers, de façon à ce que les clients puissent essayer de comprendre et ne pas se faire avoir par la suite. Merci beaucoup Geoffrey. Peut-être pour dire un mot sur CB aussi, on vous accompagne également en tant qu'émetteur. Vous évoquiez le scoring temps réel. C'est vrai que chez Carte Bancaire, on en propose aussi depuis de nombreuses années en partenariat avec Stet. Aujourd'hui, l'ensemble des transactions CB qui sont effectuées voient leur risque analysé en temps réel en se basant sur un ensemble de facteurs. Est-ce que c'est un achat habituel? Est-ce que l'adresse IP est habituelle? Au contraire, est-ce qu'on est chez un commerçant risqué, un commerçant qui ne l'est pas? Et comme tu disais, cette information va pouvoir être exploitée en temps réel pour prendre la décision appropriée face à la fraude. Côté CB, en tant que scheme, mais on a aussi une responsabilité, on va dire, à 360 degrés. On essaye de travailler vraiment avec tous les acteurs. On travaille par exemple aussi avec les commerçants. Quand un commerçant a des taux de fraude ou des montants de fraude qui deviennent trop importants, chez CB, on va l'accompagner. On ne va pas l'accompagner en mettant des pénalités puisque ce n'est vraiment pas notre philosophie. Au contraire, on va aller à sa rencontre et on va faire en sorte d'établir un plan d'action visant à faire réduire la fraude et en mettant notre expertise CB à destination et au service de ce commerçant. Côté CB, on va aussi accompagner le régulateur. Par exemple, je vous donnerai la parole dans une minute, Pierre, via l'OSMP, en remontant les tendances de fraude, en remontant des chiffres, en analysant ce qui est en cours, ce qui va arriver demain, et puis aussi en assurant une mission d'animation de la lutte contre la fraude pour l'ensemble des banques. Et donc c'est vraiment cette vision à 360 degrés qui nous permet aussi d'être efficace chez CB sur ce sujet. Et Pierre, maintenant pour vous, pour la Banque de France, une question que je souhaitais vous poser également, c'est de quelle manière justement la Banque de France favorise l'émergence d'un écosystème qui soit bénéfique pour la lutte contre la fraude et où chacun joue son rôle? Vaste question, mais en tout cas, côté Banque de France, on a une obsession, c'est la confiance dans la monnaie et donc dans l'euro. Et la confiance dans la monnaie, ça passe au quotidien par la confiance qu'on a dans ses moyens de paiement. Donc ça veut dire des moyens de paiement qui soient faciles d'utilisation et des moyens de paiement qui soient bien évidemment sûrs. Donc c'est assez logique
ça je fais un petit peu d'histoire, mais on a le législateur français en 2001, donc il y a plus de 20 ans, avait donné cette mission à la Banque de France de surveiller la sécurité des moyens de paiement. Donc pour créer cet écosystème dont vous parlez Samuel, eh ben, en fait on agit à 3 niveaux. On agit d'abord à un niveau on va dire réglementaire ou normatif. On va essayer d'influencer l'évolution des cadres réglementaires et des cadres de surveillance qui sont applicables aux acteurs des paiements. Je donnerai 2 exemples là-dessus. Je pense que la DSP2 avec la généralisation de l'authentification forte, c'est une vieille recommandation de la Banque de France qui est devenue réglementation à partir de 2015. Il y a aussi au niveau Eurosystème, donc la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales associées, il y a des cadres de surveillance. On a beaucoup poussé pour un cadre de surveillance qui s'appelle PISA, qui s'applique d'ailleurs au groupement de cartes bancaires, mais qui s'applique aussi à des grands acteurs du paiement, comme les concurrents de cartes bancaires Visa et Mastercard, mais aussi Apple Pay ou les schémas de paiement SEPA. À côté de ce pouvoir réglementaire normatif, eh ben, on a des pouvoirs de contrôle, de régulateurs, c'est du bilatéral, hein, des contrôles sur pièce, sur place. On collecte des statistiques avec l'ensemble des acteurs des paiements. C'est les réseaux de paiement par carte, c'est les émetteurs de moyens de paiement. Et ça, c'est un travail qui ne se voit pas, mais qui est un petit peu souterrain et qui permet de faire progresser la sécurité des moyens de paiement. Et puis après, Banque de France, on est une institution publique. On est aussi en charge de l'éducation financière. On parlait beaucoup du rôle, enfin, Geoffrey, vous l'évoquiez, du rôle de l'utilisateur dans sa propre sécurité. Ben voilà, en tant qu'institution publique, on fait aussi des campagnes d'éducation financière, de sensibilisation pour assurer la sécurité des moyens de paiement. Et puis, toutes ces missions, on le fait en miroir avec l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Je crois que j'insisterai vraiment là-dessus, on en parlera après dans un instant, mais l'Observatoire, c'est quelque chose d'unique en Europe. Et d'ailleurs, dans les négociations actuelles sur le futur règlement européen, il est possible qu'il y ait à terme un OSMP européen. Donc on s'en réjouit et ça montre que l'OSMP français a fait ses preuves parce que c'est une instance de dialogue, non seulement avec les acteurs des paiements, les industriels, mais aussi avec les commerçants. Je crois que le rôle des commerçants est essentiel dans la lutte contre la fraude. Donc l'OSMP accueille cet écosystème. Il y a aussi dans l'Assemblée, je suis allé saluer quelqu'un de la gendarmerie qui participe à l'Observatoire. Entre les administrations publiques, les commerçants et les acteurs de paiement, ce dialogue est essentiel et c'est l'Observatoire qui l'accueille. Et puis l'Observatoire, comme il est dans un domaine un petit peu de soft law, bah, il est plus agile et puis il a une autorité qui permet d'être réactif. La lutte contre la fraude, si on s'appuyait que sur la réglementation, on ne serait sans doute pas suffisamment armé. L'Observatoire, il permet d'avoir cette réactivité face à la fraude. Merci beaucoup Pierre. Donc on comprend que la lutte contre la fraude, c'est l'affaire de tous, et la Banque de France, et notamment grâce à l'OSMP, y veille et fait en sorte que tous ces acteurs dialoguent entre eux et avancent tous dans le bon sens, ensemble. Peut-être maintenant, si on fait un petit zoom sur cette partie justement OSMP, on a, je ne sais pas, beaucoup de gens aujourd'hui sont au courant, mais sans doute pas tous, on a un plan aujourd'hui qui est en cours et qui vise à faire réduire la fraude en vente à distance drastiquement, en tout cas de manière importante, et qui en fait est en train de changer le paysage de la vente à distance en France. Et j'aimerais bien, Pierre, que vous nous expliquiez un peu la genèse de ce plan et en quoi il consiste et comment vous vous assurez à l'OSMP qu'il soit bénéfique à tous. Je vais essayer d'être clair et synthétique parce que ce plan d'action, il est assez technique. En tout cas, ce dont on s'est rendu compte avec l'ensemble de l'écosystème de l'Observatoire, et pas seulement côté Banque de France, c'est qu'on a eu un grand succès avec le déploiement de l'authentification forte. Entre 2018 et 2023, le taux de fraude des paiements par carte à distance a baissé de 35%. Il a baissé de 35% et on a atteint du coup des niveaux historiquement bas. Cela étant, quand on regarde l'ensemble des moyens de paiement, les paiements par carte à distance restent quand même le paiement le plus fraudé par rapport à d'autres moyens de paiement. Les paiements par virement, j'ose à peine dire les paiements par chèque, mais c'est vrai.
Et on a compris qu'on avait encore des marges de progrès. On avait encore des marges de progrès parce que quand on regardait dans le détail les paiements par carte à distance, on s'est aperçu que les paiements par carte à distance hors 3D Secure, sans authentification forte, généraient 25% des flux, mais 80% de la fraude. Donc on s'est dit, il faut qu'on s'attaque sur ces poches de résistance à la sécurité. Et donc, on a un plan d'action qui a été adopté en juin et qui a été complété ensuite en décembre, qui comprend essentiellement 3 volets. Il y a un volet d'abord sur les paiements sur Internet initiés par le consommateur, le truc assez simple, où là, on s'est aperçu qu'il fallait fortement encourager le recours à 3D Secure, parce que ça permet justement les infrastructures 3D Secure, ces technologies de scoring qui sont mises en place par les émetteurs, qui sont mises en place par les systèmes de paiement. On avait des taux de fraude sur les paiements par carte hors 3D Secure initiés par le consommateur 5 fois plus élevés à ceux qui sont initiés et qui passent par 3D Secure. Donc ça, c'est le premier volet de ce plan. Le deuxième volet de ce plan, c'est ce qu'on appelle les MIT, c'est-à-dire les transactions qui sont initiées par le commerçant en l'absence du porteur de carte. Là-dessus, on a un plan d'action qui passe essentiellement par l'identification de commerçants prioritaires, parce que ça mélange un peu de la fraude et du litige commercial. Et on cherche essentiellement à bien faire appliquer la réglementation européenne qui vise qui dit que la transaction par MIT doit faire l'objet d'une transaction initiale, une sorte de mandat, validé par authentification forte. Donc là, c'est plus compliqué à suivre, mais on passe par l'identification de commerçants prioritaires et on engage ce dialogue. Et puis le dernier volet, c'est les paiements dits moto, donc qui sont mail order, telephone order, donc les paiements par carte qui passent pas par qui sont à distance mais qui ne passent pas par Internet. Là aussi, c'est minoritaire dans les flux, probablement 2% des montants échangés, mais c'est 10% de la fraude. Donc 10%, c'est quand même quelque chose qui mérite qu'on s'y applique. Là-dessus, on a essayé de distinguer. Il y a des transactions qui, de notre point de vue, sont mal qualifiées ou qui ne devraient pas être qualifiées de moto. Donc on y travaille avec les commerçants concernés. Et puis il y a des transactions qui sont légitimes, qui se font effectivement par téléphone ou par mail. Là-dessus, on encourage vraiment les commerçants à aller sur des alternatives. Des alternatives qui soient le paiement par lien ou tout simplement le paiement sur Internet. Et quand ce n'est pas possible, on encourage vraiment l'écosystème. Et c'est là que l'Observatoire a un rôle et carte bancaire va sans doute nous aider. On invite l'écosystème à penser à une solution d'authentification forte pour les paiements qui sont passés par téléphone. Parce qu'on conçoit bien que dans certaines situations, il y a besoin d'un contact humain dans le commerce pour finaliser une transaction. S'il y a une conversation téléphonique, on doit quand même pouvoir à la fin valider la transaction sur son application mobile bancaire par authentification forte. D'accord, merci beaucoup Pierre. Donc si je comprends bien, en réalité, la genèse de ce plan, c'est qu'aujourd'hui, on a des infrastructures, on a le 3D Secure, on a une manière de réaliser les paiements qui génère la grosse majorité des flux et qui est très bien maîtrisée en termes de fraude. Il nous reste une partie qui est plus petite, qui est moins utilisée par les consommateurs et qui pourtant génère une grande partie de la fraude. Et c'est à cette poche-là qu'on essaye de s'attaquer avec ce plan. Peut-être Geoffrey, pour continuer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je sais que la Société Générale est activement impliquée dans ce plan aussi, comment vous pouvez aider la Banque de France et l'OSMP sur ce sujet et pourquoi favoriser ce plan de votre côté? Mais, comme le disait Pierre, avec la mise en place de l'autant de force de la DSP2, les taux de fraude ont chuté. Et effectivement, on l'a observé. Mais comme il le disait aussi bien, il reste des poches de fraude assez importantes qui représentent une minorité du flux. Et la problématique, c'est qu'effectivement, pour traiter ces poches, nous, en tant qu'émetteurs, pour les traiter réellement, on avait besoin d'un cadre qui soit un peu plus global, qui ne soit pas juste au niveau d'un émetteur. On a besoin de travailler en collaboration avec toute la place.
Et c'est pour ça qu'en fait, on soutient ce plan, parce que avec ce plan, c'est toute la place française qui bouge en même temps. On est capable effectivement d'échanger sur les problématiques effectivement de fraude, que ce soit le moto, les MIT, les CIT qui sont ce qu'on appelle en autorisation directe, en DTA, et donc d'aller chercher effectivement tout ce qui pose problème dans tous ces use cases et les ramener, on va dire, dans le droit chemin. Aujourd'hui, effectivement, si on prend le cas par exemple du DTA, on avait une certaine distorsion entre les réseaux. Selon le réseau, la règle était différente. Et effectivement, par carte bancaire, la règle, c'était que toutes les transactions CIT, donc initiées par le porteur, quand le porteur est présent, font l'objet d'une demande 3D Secure. Et effectivement, à la fin, on se retrouve avec des taux de fraude qui sont parmi les plus bas. Mais ce n'était pas le cas chez tous les réseaux. Là, l'avantage avec le plan, c'est qu'on décide de quelque chose qui va s'appliquer de manière agnostique. Parce que le but, c'est de traiter la fraude. Ce n'est pas de traiter des règles de chaque scheme. Donc on a quelque chose qui devient beaucoup plus homogène. Et effectivement, derrière, en passant par le rail 3D Secure, ça nous permet de collecter plus d'informations. Et l'information, aujourd'hui, dans le monde de la lutte contre la fraude, c'est ça qui va permettre réellement de l'identifier ou d'identifier le vrai client également. Parce qu'on dit lutter contre la fraude, mais lutter contre la fraude, ce n'est pas juste détecter la fraude. Ce qui est aussi intéressant, c'est détecter quand c'est le vrai porteur qui a réalisé l'achat. Parce que dans ces cas-là, on peut à ce moment-là lui proposer un parcours plus fluide. Donc l'idée, effectivement, c'est bien de maximiser le parcours avec toutes les données possibles. Et le plan nous permet de faire ça aujourd'hui. Merci Geoffrey. Donc je comprends aussi que votre intérêt, c'est l'idée que l'union fait la force en réalité face aux fraudeurs et pour mettre en œuvre un cadre qui va être bénéfique à tous. Peut-être pour dire un mot. Ouais, juste pour compléter, effectivement, c'est vrai qu'on est aussi actif. On aide effectivement la Banque de France parce qu'il donne le cadre. Après, il y a toute la partie très technique du métier, la monétique. Donc là, on aide effectivement sur cette partie-là. Et par exemple, on a fait un POC sur la partie 3D Secure en téléphone order. On a participé là-dessus pour prouver qu'en fait, c'était possible. Qu'aujourd'hui, techniquement, c'était possible. Donc, on sait qu'on a du travail à faire parce qu'il va falloir que cette solution soit bien encadrée, qu'elle soit bien, qu'on sorte effectivement des spécifications, des guidelines, de façon à ce que l'ensemble de l'écosystème puisse l'implémenter. Mais aujourd'hui, on sait que techniquement, faire du 3D Secure sur du téléphone order, c'est possible et ça marche. Et c'est aussi comme ça, effectivement, que l'on aide la Banque de France sur le plan, puisque effectivement, sur la partie des transactions de moto, si on n'est pas capable de prouver qu'on a une solution, ça va être compliqué d'aller plus loin sur la lutte contre la fraude. Merci Geoffrey. Donc oui, c'est aussi mettre en œuvre les innovations technologiques qui vont nous permettre de mieux sécuriser les paiements. Peut-être pour dire un mot sur 3D Secure, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas dans l'assistance, 3D Secure, c'est ce qui permet de s'authentifier quand on fait un paiement sur Internet. En gros, c'est quand on sort son appli mobile et qu'on doit faire une action dessus pour valider un paiement. Et chez CB, on a poussé pour 3D Secure dès le lancement de la DSP2 avec la mise en œuvre du service Faster. Et l'idée, c'était de dire qu'on n'allait pas seulement faire un service d'authentification, mais y coupler, on en a déjà parlé avant, vraiment une analyse du risque en temps réel. Et Geoffrey en parlait, à quoi elle sert cette analyse du risque en temps réel? En fait, elle permet de ne pas toujours demander, quand on fait un paiement, justement d'aller faire cette action sur l'application. Un émetteur, il peut décider si vraiment la transaction est très sûre, parce que l'adresse IP est habituelle, parce que le commerçant est habituel, parce qu'on a reconnu l'adresse mail, pour différentes raisons. Quand cette demande arrive, il peut dire tout simplement « Moi, je n'ai pas besoin d'action supplémentaire de la part de mon porteur, je suis sûr que c'est lui et le paiement continue de la même manière. » Et c'est intéressant pourquoi, on en a déjà parlé, parce que la fluidité dans les paiements, elle est essentielle. Et quand on met en œuvre cette méthode 3DSV2 avec de l'analyse du risque, eh bien, en réalité, on arrive sur un paiement qui est aussi fluide qu'un paiement où on n'aurait pas fait cette étape et pourtant qui est beaucoup plus sécurisé. Nous, on le voit aujourd'hui chez CB, les taux de fraude sont 4 fois plus faibles quand on met ça en œuvre. Donc, d'un point de vue expérience, que ce soit pour le consommateur, mais pour le commerçant aussi, qui a envie que l'expérience soit fluide chez lui, on obtient des résultats. On est exactement sur le même parcours et pourtant, il est bien mieux sécurisé. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de mettre en œuvre ce 3D Secure dans le cadre du plan. Donc, merci messieurs pour cette partie et pour la dernière maintenant qui va nous intéresser et notamment la
la manipulation, puisque c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On le voit aujourd'hui, c'est peut-être même la manière privilégiée par les fraudeurs pour réaliser leur fraude. Quelles sont les innovations pour y faire face? Et là, Pierre, je me tourne vers vous. Je pense notamment en social engineering. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment BeConnect peut réduire ces fraudes liées au social engineering? Et peut-être ensuite nous dire pour quand le lancement est prévu pour BeConnect. En fait, juste quelques informations pour revenir par rapport à ce que tu disais. En France, c'est plus de 50 milliards de mots de passe qui sont saisis chaque année. C'est plusieurs millions de mots de passe qui sont compromis chaque année. Et c'est 200 000 personnes qui sont répertoriées comme étant victimes d'usurpation d'identité en ligne. Ça, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans la réalité, c'est certainement très supérieur à ça. Tout ça pour dire l'importance qui est liée au vol de données d'identité, de données personnelles. Et on sait très bien, pour répondre à ta question, Samuel, que c'est nous le maillon faible. C'est-à-dire qu'on a beau avoir 3D Secure, on a beau avoir des mécanismes de sécurité qui sont de très bon niveau, on n'en reste pas moins vulnérable. Parce qu'on peut, comme on le disait tout à l'heure, malheureusement, être séduit par un discours, penser que la personne qu'on a en face de nous est un vrai conseiller, et finalement agir. Pourquoi pas faire une transaction 3D Secure, valider un paiement, alors qu'en fait, on pense ne pas valider un paiement, on pense simplement valider une opération pour sécuriser son compte. Et au final, on est victime d'une fraude en social engineering. Donc on se rend compte que malheureusement, quoi qu'on fasse, on aura toujours ce maillon faible qui est l'humain. Et donc c'est là que moi je crois beaucoup à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire finalement, et Samuel vient de le dire, moi j'avais été frappé quand j'étais au sein de carte bancaire que le taux de fraude du sous-ensemble des transactions frictionless était plus faible que le sous-ensemble des transactions qui font l'objet d'une authentification active 3D Secure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, quand l'humain n'est pas en jeu, entre guillemets, n'est pas dans le processus de validation d'une action de paiement, eh bien, et quand on a bien sûr des modèles de scoring qui sont performants, c'est une évidence. Mais si on prend la condition réalisée que les modèles d'intelligence artificielle de scoring sont performants, alors on a très généralement une sécurité accrue. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, au sein de BeConnect, on a énormément travaillé là-dessus. Quand je disais tout à l'heure, 80% d'authentification frictionless, sans action de l'utilisateur, c'est bien évidemment, je le disais tout à l'heure, pour fluidifier l'entrée en relation, mais c'est aussi pour davantage la sécuriser, puisque comme on vient de le dire, c'est souvent quand il y a une action active de l'utilisateur où effectivement il y a une vulnérabilité supplémentaire. Donc BeConnect, son enjeu, c'était renforcer la sécurité et fluidifier au maximum. Je disais tout à l'heure, quand on rentre en relation sur un site de e-commerce avec BeConnect, on va envoyer un score BeConnect à Faster by CB, pour CB, qui va le prendre en compte pour le calcul effectivement de son score de schéma de paiement CB. Donc pour justement renforcer encore plus la sécurité et la fluidité, puisqu'encore une fois, moins on aura d'actions de l'utilisateur au moment de l'acte de paiement, plus on fluidifiera et on sécurisera l'acte de paiement, qui peut paraître un peu contre-intuitif, ce que je dis. Hein. C'est vrai que souvent on a l'impression que quand on est actif de sa sécurité, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais c'est un peu contre-intuitif, mais la réalité, les chiffres sont là effectivement pour le démontrer. Alors pour répondre à ta question, BeConnect, on est en phase, je dirais, de pré-lancement. On aura un lancement à la fin du mois de juin prochain qui sera réservé à des utilisateurs salariés de nos 5 grands actionnaires, et le lancement commercial grand public, où vous allez avoir des promotions de BeConnect de la part de nos 5 actionnaires, seront faites fin septembre. Vous verrez, vous allez recevoir des mails, vous allez avoir une bannière sur votre site de banque en ligne qui vont faire la promotion de BeConnect. BeConnect, ce sera gratuit pour nous tous, pour les consommateurs. Ce sera payant pour les fournisseurs de services avec un modèle économique dont notre obsession est que ce que va rapporter BeConnect, juste un exemple, il y a 25% des abandons de panier aujourd'hui qui sont liés à un mot de passe oublié. 25% des abandons de panier. Il y a 15% des abandons de panier qui sont liés à un problème d'authentification au moment du paiement. Donc si on fluidifie et on sécurise, on gagnera sur tous les tableaux. Et qui dit moins d'abandons de panier, dit plus de résultats nets pour les fournisseurs de services, qui va permettre, bien sûr, de rémunérer le service BeConnect, mais de gagner également du résultat net grâce à BeConnect. Voilà en 2 mots, donc,
attendez-vous au mois de septembre à être sollicité, à être invité par votre établissement financier à créer votre compte Biconnect. Merci beaucoup Pierre. Et donc on attend le lancement avec impatience. Pierre, peut-être côté Banque de France et OSMP, en 2 minutes, comment vous observez ces évolutions sur la manipulation et quelles actions sont entreprises aujourd'hui pour y faire face? C'est là où je crois que Pierre a complètement raison de rappeler qu'on est face à un phénomène qui dépasse un petit peu l'écosystème des paiements stricto sensu, hein. Les usurpations d'identité, les escroqueries, c'est un phénomène assez vaste. Il y a une sophistication effectivement des fraudeurs qui n'hésitent pas à appeler leurs victimes plusieurs fois, à les entretenir parfois sur de longues périodes. Donc nous, ce qu'on observe côté Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, c'est qu'on a tenté une approximation de ce chiffre des fraudes par manipulation. Et on a abouti à 380 millions d'euros de fraude en 2023, avec à peu près la moitié pour des paiements par carte et l'autre moitié pour des paiements par virement. Mais si on regarde si on dézoome et qu'on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, les escroqueries financières de toutes sortes, y compris les arnaques à l'investissement, les arnaques au crédit, donc pas stricto sensu les moyens de paiement en tant que tels. On a 4,5 milliards d'euros de préjudice en 2023 et 700 000 victimes. Donc nous, on essaye d'y contribuer à notre mesure sur ces fraudes par manipulation au sein de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. D'abord en le chiffrant, ça c'est déjà essentiel pour bien objectiver le constat. Ensuite, par les campagnes de sensibilisation des utilisateurs. Il y a une campagne de la Fédération bancaire française à laquelle la Banque de France, Bercy et l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement se sont associés en 2024. Il y aura une nouvelle campagne en 2025 par l'OSMP. Mais ça, on est bien conscient face à l'imagination des fraudeurs que c'est rarement suffisant la sensibilisation des utilisateurs. Donc il y a des actions qui sont à la main des prestataires de services de paiement, des acteurs du paiement. Et on en a fait certaines recommandations en 2023. En 2023, quand on a sorti ces recommandations sur le remboursement des cas de fraude, qui a été bien repris qui ont bien été reprises dans les médias, il y avait quelques actions aussi de prévention comme l'authentification forte quand on se connecte à la banque en ligne depuis un nouveau terminal. Des recommandations sur la clarté des parcours d'authentification forte. Et là, il y a des efforts qui ont été faits en ce sens. Il y aura bientôt aussi ce qu'on appelle l'IBAN name check, qui consiste à vérifier la cohérence entre un IBAN et le nom du titulaire de cet IBAN. Donc ça, c'est des actions à la main des PSP. Et puis surtout, et là je reboucle sur ce besoin de coopération intersectorielle, on a étendu notre coopération avec les réseaux sociaux et les acteurs téléphoniques. Sur les réseaux sociaux, c'est largement devant nous. Sur les opérateurs téléphoniques, on a par exemple suivi le déploiement du mécanisme d'authentification des numéros qui permet de lutter contre le spoofing des numéros de téléphone, parce que les conseillers bancaires, les faux conseillers bancaires arrivaient parfois à afficher le vrai numéro de la banque. Donc ça a été une mesure technique avec les opérateurs téléphoniques. Et puis il y a d'autres choses qui sont en cours de déploiement, comme la protection des identités sur les envois de SMS, des marques sur les envois de SMS. Et c'est là-dessus qu'on continue de travailler avec les opérateurs téléphoniques. En tout cas, voilà, un message. Pour lutter contre ces fraudes par manipulation, il est essentiel de ne pas rester entre acteurs du paiement seulement. Il faut aller travailler avec les réseaux sociaux, avec les opérateurs téléphoniques, et on le fait avec l'appui des autres autorités, que ce soit l'ARCEP pour les télécoms, la DGCCRF aussi qui a des actions vis-à-vis des réseaux sociaux, ou encore l'ARCOM qui a des compétences vis-à-vis des grandes plateformes en ligne comme WhatsApp, parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit bien, c'est que les fraudeurs ne font pas des appels téléphoniques habituels, ils basculent sur du WhatsApp, où là les contrôles sont beaucoup plus légers. Merci beaucoup Pierre. Côté CB, on a aussi vu cet essor de la manipulation.
Et comment on y a répondu? Nous, c'est par l'usage des données. En fait, dans le cas de la manipulation, Geoffrey, vous évoquiez avant un tunnel pour le consommateur. On rentre dans un cas où en réalité on doit protéger le consommateur presque contre lui-même, le porteur, puisqu'il est dans un cas où c'est lui-même qui va valider des paiements qui en réalité sont des fraudes. Et donc face à ça, c'est le scoring temps réel dont on parlait, l'utilisation de l'IA pour exploiter les données qui permettent en temps réel de détecter ces cas. Et la dernière chose sur laquelle on travaille aujourd'hui chez CB, c'est ce qu'on appelle la device intelligence. Et donc en fait, l'idée, qu'est-ce que c'est derrière? C'est que moi, j'ai mon téléphone par exemple avec moi, c'est un device, mon appareil, on en a assez peu chacun. Et le fait d'utiliser et d'être capable de reconnaître qu'un paiement a été initié avec un de nos devices, ça va être un facteur de confiance très important. Dans les cas qu'on rencontre aujourd'hui, en fait, souvent, on va avoir quelque chose où un fraudeur initie un paiement et il va appeler le porteur en lui disant: écoutez, on a vu un paiement de 700 € sur votre carte, vous inquiétez pas, on l'a repéré. Par contre, on a besoin d'une action de votre part. Vous allez recevoir une notification et en appuyant sur valider, vous allez annuler ce paiement. Et en réalité, le porteur, quand il fait ça, en validant, c'est comme ça qu'il permet la fraude. Mais dans ces cas-là, le paiement est quand même initié par un fraudeur. Et donc, on ne se retrouvera pas face à un appareil, un device de confiance, on en aura un autre. Et donc ça va nous aider notamment à traiter ces cas et en fait empêcher ces transactions, puisque c'est la seule solution qu'on a. On en parlait, hein, Geoffrey, vous l'évoquiez, on fait beaucoup de choses vis-à-vis des consommateurs et il y a un moment où il faut le protéger même contre lui-même quand on est dans ces cas-là. Donc voilà aussi ce qui nous permet de répondre aux fraudes sur la manipulation. Geoffrey, je ne sais pas si vous vouliez dire un mot également sur le sujet. Il nous reste 2 minutes. Ouais, Donc, juste un petit rapidement. mot, effectivement, parce que la fraude à l'ingénierie sociale, c'est une grosse partie de la fraude aujourd'hui. Effectivement, les porteurs valident eux-mêmes. Donc toute la complexité, c'est effectivement de les protéger contre eux-mêmes. Et ça, c'est assez compliqué, parce comme on l'a dit, on fait de la communication, mais tout le monde, je pense, on reçoit trop de mails. Les mails, on ne les lit même pas. Vous recevez un mail de votre banque, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous le supprimez. Vous n'avez même pas vu ce qu'il y avait dedans. Et on le fait tous, ça. Vous recevez un SMS, c'est pareil. Donc, pour le protéger, effectivement, on compte beaucoup, nous, sur Device Intelligence, pour cette partie-là, pour reconnaître effectivement que c'est bien le porteur qui va initier la transaction et pas un fraudeur. Et après, effectivement, dans les communications, peut-être essayer de faire une communication qui surprend le porteur, pour qu'il attire, en fait, que son œil soit attiré. Aujourd'hui, quand un client valide, il a pris l'habitude. Il reçoit une opération, on lui demande de valider, il lit même pas, puisque effectivement on a eu des recommandations de l'OSMP, donc on met effectivement le montant, on met le marchand, donc normalement on met un petit texte en disant attention, c'est une validation, c'est un paiement, ce n'est pas un remboursement. Malgré tout ça, en fait, les clients, ils ne lisent pas, ils valident. Peut-être qu'effectivement une des solutions, c'est de mettre quelque chose de très particulier à ce moment-là, qui va faire que le client, il va regarder son écran pour comprendre qu'en fait, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe là? Mettre une image qui choque un petit peu, de façon à ce que le client de lui-même revienne et reprenne conscience et lise en fait ce qu'on lui demande de faire. Et peut-être que ça peut être une des méthodes également au niveau de la communication, de venir un peu plus choquer le client pour qu'il comprenne ce qui se passe. Et en attendant, effectivement, nous, on espère beaucoup avec Device Intelligence pouvoir mieux reconnaître effectivement que c'est bien notre porteur qui initie l'achat et non le fraudeur. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, la majorité des cas, c'est bien ça. Hein. C'est le fraudeur qui initie l'achat et notre porteur qui valide l'achat. Et ça, c'est très compliqué à lutter, puisque effectivement, quand on appelle le porteur, il va dire oui, c'est bien moi qui ai validé. Merci beaucoup, Geoffrey. Et il est temps de conclure. Moi, de nos échanges, je retiens 3 points principaux. Le premier, c'est qu'il faut tout un écosystème pour la lutte contre la fraude et il faut traiter l'ensemble en fait, de la chaîne du paiement. Je retiens dès la mise en relation avec BeConnect, par exemple, Pierre. Ensuite, le temps réel qu'on va pouvoir développer au milieu avec l'évaluation du risque. Et ce que je retiens aussi, Geoffrey, c'est même en bout de chaîne, le consommateur directement, l'informer, le sensibiliser. Il faut vraiment prendre l'ensemble de ces aspects pour lutter contre la fraude. Le deuxième point, et c'est intéressant, c'est pratiquement dès les premières réponses, vous avez évoqué la fluidité. C'est qu'en réalité, la lutte contre la fraude, elle ne peut pas se faire au détriment de la fluidité. Et quand on veut sécuriser les paiements, c'est absolument essentiel de prendre en compte la fluidité et l'expérience utilisateur. Vous l'évoquiez, Geoffrey, le fait de ne pas créer de la gêne chez les porteurs, chez les consommateurs, de les informer. Et donc en réalité, il n'y a pas de sécurité sans fluidité non plus, ou en tout cas sans prendre ces aspects-là en compte. On ne peut pas construire un bunker qui devient inutilisable. C'est essentiel qu'on sécurise les paiements par carte, mais qu'on les garde simples. Et le troisième point, je pense celui qui nous permettra effectivement d'avancer, on l'a évoqué, face à des cas de manipulation notamment,
c'est l'exploitation des données, c'est l'intelligence artificielle, évidemment et toujours dans le respect de la RGPD, à des fins de lutte contre la fraude, qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin, et je reviens peut-être sur l'introduction, d'avoir aujourd'hui des taux de fraude historiquement bas, dans un contexte qui pourtant se tend. Messieurs, merci beaucoup pour vos interventions, et merci à tous. Merci.